Bonjour, vous allez visionner un webinaire qui se propose aujourd'hui de faire le lien entre le marché des changes et l'approche fondamentale. Le webinaire que nous allons présenter est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Avant de débuter cette session, nous allons commencer par présenter un plan. Alors dans un premier temps, nous allons introduire l'analyse fondamentale et son lien avec le marché des changes. Dans un second temps, nous survolerons quelques théories macroéconomiques du taux de change. Dans un troisième temps, nous aborderons un cas pratique. Et enfin, nous conclurons sur ce qu'il fallait retenir de ce webinaire. L'analyse fondamentale se base sur les conditions économiques pour tenter d'expliciter ce que va être le taux de change dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Qu'entend-on par conditions économiques? Eh bien, l'observation des principales statistiques économiques qui permettent de déterminer si les conditions économiques sont bonnes ou mauvaises. Parmi elles, on observe bien évidemment le taux d'inflation et l'inflation anticipée, le taux de croissance du PIB et de ses composants. Pour rappel, les composants du PIB sont la consommation, l'investissement, le déficit commercial, la variation des stocks, etc. Les taux d'intérêt à court terme et à long terme, et dans ce cas-là, ça fait appel à la notion de courbe de taux. Le taux de chômage et l'emploi, qui détermine si un pays est en bonne ou mauvaise posture. Les décisions de banque centrale quant au taux d'intérêt, notamment au taux d'intérêt à court terme. Et enfin, les enquêtes de sentiment qui constituent une opinion des investisseurs, des industriels ou des consommateurs quant à la situation économique à venir. Alors, ces statistiques permettent de déterminer si une zone est en bonne ou mauvaise santé. Et bien évidemment, on va comparer cette zone à une autre zone pour les mêmes statistiques, ce qui va déterminer si un pays, par exemple, est en croissance forte. Cela risque d'avoir un effet sur les taux d'intérêt qui, toute chose égale par ailleurs, va faire varier la devise. Donc ces statistiques, le relevé de ces statistiques permet des comparaisons internationales qui, à leur tour, donnent un avis, nous permettent de déterminer ce que pourrait être le taux de change dans les semaines ou les mois à venir. Alors, observons à présent quelques modèles macroéconomiques du taux de change. Parmi ces nombreux modèles, il y a notamment la parité de pouvoir d'achat qui s'intéresse au différentiel de taux d'inflation entre deux zones pour expliciter le taux de change d'équilibre. Un autre modèle, le modèle de parité des taux d'intérêt, lui s'intéresse à l'écart de taux d'intérêt entre deux zones, à nouveau pour expliquer le taux de change d'équilibre. Il y a aussi un modèle monétaire qui, lui, s'intéresse à l'offre de monnaie entre deux zones. Donc, s'il y a beaucoup d'offres de monnaie dans une zone, toute chose égale par ailleurs, eh bien, la devise de cette zone doit se déprécier par rapport aux autres devises. Enfin, l'approche par les flux portefeuille qui, quant à elle, traduit la rareté relative des actifs domestiques et étrangers. Alors, il existe de nombreux autres modèles dits structurels et le plus souvent, en réalité, ils échouent à prédire un taux de change d'équilibre. Alors, ce n'est pas parce qu'ils échouent qu'ils ne servent à rien. Il faut aussi noter que la tâche est extrêmement compliquée. Deux économistes, Mies et Rogoff, en 1983, dans l'une de leurs publications, débutent leur article en rappelant cette incapacité des modèles structurels à prédire un taux de change d'équilibre. Reste à se poser la question de pourquoi statistiquement ces modèles sont tenus en échec. Alors on observe notamment les hypothèses de départ de ces modèles qui sont trop contraignantes et qui déconnectent donc ces modèles de la réalité. Autre hypothèse, la linéarité des modèles qui ne correspond pas au mouvement très erratique du taux de change. Il faudrait utiliser davantage de modèles dits non linéaires pour expliciter les taux de change.
Autre possibilité, la spéculation qui, elle, parfois déconnecte la valorisation d'un actif de sa valeur fondamentale. Donc il faudrait introduire la spéculation dans ces modèles pour pallier ce problème. Alors, les économistes n'en sont pas restés là. Ils ont introduit dans leur modèle des éléments qui tiennent compte du degré d'information et d'hétérogénéité des agents, donc qui participent au marché. On parle de microstructure des marchés. Ces modèles, eux aussi, ne sont pas très robustes statistiquement, économétriquement, et ne permettent pas à nouveau de répondre à la question du taux de change d'équilibre de manière concrète. Alors après avoir fait une brève incursion dans les aspects purement théoriques du taux de change, on va passer à un cas concret. Mais avant, il faudra rappeler un petit peu quel est le rôle des banques centrales et du taux d'intérêt dans la formation d'un taux de change d'équilibre, ou du moins dans la tendance que pourrait adopter un taux de change, une paire de devises. Alors, pour rappel, le niveau d'intérêt cristallise un ensemble de problématiques d'ordre macroéconomique, et notamment l'inflation. S'il y a une forte inflation, cela fait varier une devise. La croissance du PIB, qui elle aussi peut être liée à l'aspect inflationniste. Une forte croissance du PIB a un effet sur le taux de change. La santé du marché de l'emploi. Donc ces trois variables macroéconomiques influencent les taux d'intérêt et donc la devise. Les banques centrales, quant à elles, déterminent et mettent en œuvre la politique monétaire, principalement donc par le biais du taux d'intérêt, justement en observant ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Par exemple, des tensions inflationnistes dans la zone euro provoquent auprès de la Banque centrale de possibles réactions en termes de politique monétaire. Donc il y a un lien entre ces éléments d'ordre macroéconomique, l'inflation, l'emploi, la croissance, le niveau des taux d'intérêt, la réaction des banques centrales et le mouvement sur les devises. Par exemple, un décalage de cycle de politique monétaire, qui peut être lui aussi dû à un décalage de cycle de croissance, peut provoquer des mouvements sur le taux de change par le biais des taux d'intérêt. Par exemple, si la Banque centrale européenne constate que le niveau d'inflation est trop élevé, elle risque d'adopter une modification de sa politique monétaire, de rentrer dans un cycle, par exemple, de hausse des taux qui, si toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si la Fed ne bouge pas, risque de provoquer une variation de l'euro-dollar. Alors après avoir rappelé ces quelques éléments quant au rôle des banques centrales et du taux d'intérêt, on va pouvoir approfondir le cas concret et notamment s'intéresser au contrat Fed Fund, qui est un contrat futur qui permet d'avoir un avis sur la trajectoire de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Alors pour rappel, ce contrat Fed Fund futur permet aux banques ou à des fonds de gestion de se couvrir contre une hausse ou une baisse des taux de la Fed. Et comme la plupart des produits dérivés, il permet aussi d'initier des positions spéculatives. Alors, l'intérêt de ce contrat est qu'il fournit une opinion du marché quant à la politique monétaire à venir et détermine un taux dit implicite. Alors pour ce faire, on prend le nombre 100 auquel on soustrait la valeur du contrat et l'on obtient un taux Fed Fund implicite, donc un taux des Fed Fund anticipé par le marché. Voyons un petit peu comment. Sur le graphique ci-contre, vous pouvez observer le contrat Fed Fund futur, échéance février 2012, donc qui reflète une opinion du marché quant à la politique monétaire de la Fed à l'échéance février 2012. Alors le taux implicite que l'on peut calculer ici au 9 juin, puisque ce graphique a été relevé le 9 juin, on prend le nombre 100 auquel on soustrait la valeur du contrat, donc 99,81, et l'on obtient 0,19%. En ce moment, le niveau de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine est situé entre 0 et 0,25%. Donc si ce contrat qui reflète une opinion du marché pour février 2012 permet de déterminer un taux Fed Fund implicite de 0,19%, eh bien cela signifie que le marché n'anticipe pas de hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine pour la période qui se situe avant février 2012.
Alors, l'intérêt de ce contrat est qu'il permet par ailleurs de calculer une probabilité de hausse ou de baisse des taux de la Banque centrale américaine à l'aide de la formule que vous pouvez observer. Eh bien, on prend le taux implicite du contrat Fed Fund auquel on soustrait le taux de Fed Fund observé et l'on divise ce numérateur par le taux des Fed Fund en cas de hausse des taux moins le taux des Fed Fund observé. Voyons un petit peu à l'aide d'un cas pratique comment cela fonctionne. Alors, dans le cas que vous allez observer ici, j'ai relevé les statistiques qui permettent de calculer ce ratio le 6 juin 2011. Alors, pour rappel, la prochaine réunion de la Fed aura lieu le 22 juin 2011. Le 6 juin 2011, j'ai relevé que les taux Fed Fund observés étaient à 0,10%. On peut aussi relever la statistique du taux Fed Fund implicite qui, lui, vaut pour l'échéance de juillet 2011, 100 moins 99,90, on obtient 0,10%. Alors, si l'on calcule à présent ce que vaut ce ratio, alors, pour rappel, le taux d'implicite du contrat Fed Fund vaut 0,10, le taux Fed Fund observé vaut 0,10, et donc ce ratio, dont le numérateur vaut 0, eh bien, vaut forcément 0%. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la probabilité que la Fed monte son taux de Fed Fund à 0,50% à la prochaine réunion le 22 juin est de 0% selon le marché. Alors, à présent, voyons le lien entre les statistiques économiques et la manière dont varie ce taux des Fed Funds anticipés par le marché à travers la lecture des contrats futurs. Alors, on va s'intéresser à ce qui s'est passé la semaine du 30 mai 2011 et notamment sur les statistiques de l'emploi. Alors, en milieu de semaine, donc le 1er juin 2011, donc c'était un mercredi, est publiée la statistique de l'emploi privé aux États-Unis qui, comme vous pouvez l'observer dans la partie cerclée, et notamment le chiffre rouge, sort beaucoup plus faible que ce qui est prévu par le marché. De cette statistique est suivi le 3 juin 2011, donc c'était un vendredi, à nouveau une publication très déprimée de l'emploi non agricole aux États-Unis, puisque le chiffre sort à 54 000 contre 161 000 anticipés par le marché. Donc on a là deux statistiques qui témoignent de la vigueur et de la santé du marché de l'emploi qui sont beaucoup plus faibles qu'attendues. Alors pour rappel, la corrélation entre ces deux statistiques est de l'ordre de 80%, ce qui signifie que, est supérieure à 80%, ce qui signifie que dès le mercredi, on aurait pu s'imaginer que la statistique donc de l'emploi qui allait sortir le vendredi serait probablement plus faible qu'attendu. Alors voyons comment cela se traduit dans le taux des Fed Funds anticipés par le marché. Alors sur le graphique ci-contre, vous pouvez observer deux courbes, l'une en jaune et l'autre en bleu. La courbe en jaune relate de la trajectoire de la politique monétaire américaine à travers la lecture des taux Fed Funds le 11 avril 2011. La courbe bleue, quant à elle, donc, représente la vision qu'a le marché de ces taux Fed Funds à 2 mois plus tard, donc le 7 juin 2011, donc à 2 mois d'intervalle. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer sur ces deux courbes? Eh bien, si on s'intéresse donc à la courbe jaune, donc celle qui trace les anticipations du marché le 11 avril 2011, eh bien, sur cette courbe, on peut observer que le marché anticipe une hausse des taux de la Banque centrale américaine, donc à 0,50% dès avril 2012. Si l'on regarde ce qui se passe 2 mois plus tard, donc suite à un certain nombre de statistiques déprimées des États-Unis, donc un news flow négatif, donc le 7 juin 2011, cette hausse des taux Fed Funds qui était prévue initialement dès avril 2012, donc sur cette courbe jaune, est prévue finalement par le marché en octobre 2012. Donc entre avril et juin 2011, les statistiques économiques américaines se détériorent et le marché anticipe un prolongement de la politique monétaire accommodante de la Fed pendant encore une période plus importante. Ce qui est
évidemment négatif pour la devise américaine, pour le dollar. Alors voyons à présent comment l'euro-dollar absorbe ce news flow très négatif, alors que la trajectoire des Fed Funds entre ces 2 mois, les deux périodes, la période du 7 juin 2011 et du 11 avril 2011, s'est fortement modifiée, ce qui signifie que le marché est très négatif déjà sur le dollar. Alors, cette courbe représente l'euro-dollar en fréquence 15 minutes au cours du 3 juin 2011. Donc assez classiquement, avant une news macroéconomique importante, le marché évolue dans un range, il est en équilibre, les opérateurs ne prennent pas de position. Au moment de la publication, donc la partie cerclée, le marché forme 2 extrémums, ce dont j'avais déjà parlé lors d'un webinaire qui se proposait d'expliquer la réaction du marché d'échange suite à la publication de nouvelles macroéconomiques. Il y a aussi une rupture par rapport à ce qui prévalait. On parle d'effet Noah selon Mandelbrot. Il y avait un marché en état stationnaire qui évoluait de manière lente et tout à coup le marché accélère suite à cette publication. Il y a donc une rupture entre ces 2 moments. Et puis le marché entre dans un état de déséquilibre dans lequel on retrouve beaucoup de vendeurs de dollars, ce qui fait progresser la parité euro-dollar. Et à ce déséquilibre, on retrouve à nouveau un nouvel état stationnaire dans lequel cette mauvaise nouvelle, donc la situation sur le marché d'emploi le 3 juin qui se détériore fortement, eh bien, est absorbée par le marché. Il est passé d'une situation de range classique à un déséquilibre et à nouveau à une sorte d'état stationnaire qui témoigne que la news, donc la mauvaise nouvelle, a été absorbée au cours des quelques heures qui ont suivi ce news event. Alors ce qu'il faut retenir de ce cas concret, c'est qu'il y a un lien entre politique monétaire, statistiques économiques, inflation, emploi et la manière dont les paires de devises peuvent évoluer. Donc en fonction d'un certain nombre de critères dits fondamentaux, on peut essayer d'anticiper ou d'imaginer un scénario quant à la manière dont va varier une paire de devises. Alors nous allons à présent conclure sur ce qu'il fallait retenir de ce webinaire et les idées qu'il fallait conserver à l'esprit. Eh bien, c'est que les modèles économiques, eh bien, hélas, ne permettent pas de déterminer la valeur future d'un taux de change. Ils sont encore tenus en échec par rapport à cet objectif qui est, je le rappelle, extrêmement ambitieux. Les taux de change évoluent donc entre autres en fonction des anticipations des différentiels de taux d'intérêt. Donc on parle de différentiels de taux entre 2 zones monétaires, par exemple la zone euro et la zone américaine, notamment enfin les USA. Et ces différentiels de taux d'intérêt évoluent eux-mêmes en fonction de statistiques macroéconomiques, donc essentiellement de l'emploi, du PIB et de ses composants et de l'inflation qui justement influencent le cycle des politiques monétaires. Alors afin d'avoir une idée sur ce que pense le marché de ces cycles de politique monétaire à venir, il peut être plus qu'intéressant d'observer ce que nous révèlent les contrats futurs de taux d'intérêt à court terme, comme on l'a vu tout à l'heure sur les contrats futurs Fed Funds. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de ce webinaire, j'en ai à présent fini. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor AvaFX, courtier sur le Forex et les CFD. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau webinaire sur trader-forex.fr. À bientôt.